La première chose, c'est que jusqu'aux années 70, il n'y a pas eu vraiment d'enseignement de la communication qui était limité à un enseignement de type compagnonnage, quand il existait, ce qui était inconstant, ou paternaliste. C'était du genre « observez-moi, faites comme moi, et vous serez aussi performant que moi ». Donc pas beaucoup de bases scientifiques ou solides pour étayer un tel comportement qui, au demeurant, dans un certain nombre de cas, était tout à fait correct. Mais il y a eu un vrai tournant dans les années 70-80 avec deux éléments complémentaires. Le premier, c'est que des enregistrements audio puis vidéo, des entretiens, que ce soit des consultations ou d'autres entretiens entre soignants et malades, ont abouti à une recherche considérable sur les interactions qui existaient entre les deux, interactions positives, interactions négatives, et ceci a été développé notamment par Madame Debra Rother, dont je n'ai jamais lu un article, mais qui est citée comme, sinon la papesse, du moins l'initiatrice de ce mouvement-là, et qui a donné lieu même, a donné son nom à un système d'analyse de ces interactions. Et puis l'autre volet, complètement différent, mais tout aussi important, c'est les enquêtes sur les attentes et les motifs de satisfaction ou d'insatisfaction des personnes malades et de leurs proches lors de ces entretiens. À partir de toutes ces quantités d'informations qui ont été colligées dans les années 70-80, s'est développé dans différents centres, de la part de différentes soit facultés, soit individus, un certain nombre de programmes de formation à la communication. Je vous en ai cité 5, là, qui sont tous nord-américains ou anglais, tous les cas anglo-saxons. Il y en a d'autres, peu importe. Et ils sont souvent présentés sous forme d'acronymes, comme le dernier, SEGE, dont je vous ai mis l'intitulé de ce qui correspond à l'acronyme, peu importe, sur une moyenne mnémotechnique de mémorisation. Grosso modo, bien évidemment, on retrouve les mêmes items, mais de façon un peu différente dans leur présentation, en nombre également. Et pour essayer de mettre un petit peu l'ordre dans tout ça, il y a eu 2 conférences de consensus, Kalamazoo 1 et 2, dont vous voyez que c'est dans les années 99 et 2002 que ces 2 conférences ont eu lieu. Et finalement, à partir d'un assez petit nombre de personnes, c'était une trentaine d'experts, dont ceux qui avaient créé ces programmes que je vous montrais à la diapo précédente. Donc, experts dont il n'y avait pas un Français et très peu d'Européens, hein, c'est presque que des Nord-Américains et des Anglais. Ils ont abouti à une sorte de référentiel qui tient entre 60 à 80 items ou stratégies et dont le déroulé est indiqué sur la diapositive. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça a mis un peu d'ordre dans tout cela. Et puis l'étape suivante, c'est d'avoir adapté ces différents programmes de formation à des spécialités, comme l'oncologie. Et donc, vous voyez que l'oncologie, elle intervient dans les années 2000, c'est-à-dire près de 30 ans après les débuts de Madame Rother, avec notamment Ford et Fallowfield en Angleterre, et puis Bailey avec le programme OncoTalk aux États-Unis. C'est intervenu également dans des spécialités, je ne les ai pas toutes citées, bien évidemment. Je ne pourrais plus m'empêcher quand même de citer les soins intensifs pédiatriques qui sont relativement récents, puisqu'il n'y a qu'une dizaine d'années, avec un programme VitaTalk qui est dérivé donc au Talk, je ne rentre pas dans les détails, ou bien, pas des spécialités, mais des situations particulières, et notamment l'acronyme SPIKE, qu'on traduit en français par EPIS, et dont l'ensemble du programme a été traduit, pour l'annonce des mauvaises nouvelles, a également été proposé dans ces années-là. Donc finalement, cette diapo, elle est illisible, mais ce n'est pas très grave, je ne vais pas vous la commenter. Elle est là simplement, on retrouve le groupe Cochrane, mais en 2018, cette fois-ci, comme travail, pour montrer, il y a plusieurs papiers, je ne vais pas tous vous les présenter, mais il n'y en a pas tellement, qui montrent qu'une formation bien conduite permet de modifier les pratiques des médecins lors des entretiens difficiles et donc améliore non seulement la qualité de l'entretien et de l'annonce, mais améliore également sa réception par les malades ou par les parents des malades en pédiatrie. Et ceci, donc, pousse tout à fait à aller dans le sens de ces formations. Autre point
Donc, globalement, aujourd'hui, on sait ce qu'il faudrait faire. Le contenu du programme, on le connaît bien. On sait que ces formations, je viens de le dire, donc je ne me répète pas, sont efficaces et permettent d'améliorer les compétences en termes de communication. On sait aussi, et c'est important, même si la France n'est pas pionnière dans ce domaine, loin de là, que de nombreux pays exigent une telle formation au cours des second et troisième cycles des études médicales. C'est vrai également probablement dans certains pays pour les études paramédicales. Je ne sais pas ce qu'il en est en France dans ce domaine. Et que donc la question qui demeure aujourd'hui, c'est comment l'enseigner. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est Hubert Lardy qui va traiter ce point-là. Je voudrais simplement... alors j'ai inverti les diapos, donc c'est celle-là qui compte. Insister sur 2 points qui font consensus et qui sont vraiment les 2 points capitaux. C'est l'apprentissage expérientiel, le mot n'est pas très heureux, mais ce sont des apprenants qui, placés face à 1 ou 2 comédiens qui simulent le rôle de malade, c'est pour ça qu'on parle de simulation, ou de parents de malades, selon des scénarios spécifiques qui sont basés sur des cas réels et qui sont construits pour atteindre des objectifs pédagogiques particuliers. Et puis, juste derrière cette phase de jeu avec les comédiens qui simulent malades ou parents de malades, le feedback ou débriefing en bon français est assuré ou est coordonné par un animateur qui va faire intervenir le ou les soignants qui ont joué avec les comédiens et les autres qui les ont regardés jouer pour discuter de la façon dont ils s'y sont pris, les points tout à fait positifs qu'ils ont su mettre en place et puis éventuellement les choses qui pourraient être approchées différemment. On essaie de ne pas parler d'avoir bien fait ou mal fait, mais on est un peu plus subtil et on parle de choses qui pourraient être conduites différemment, de façon à être positive dans notre pédagogie. Pardon, je me mélange complètement les pinceaux. Et la dernière diapositive, il n'y a pas que ces des éléments-là, bien sûr, mais je voudrais surtout insister sur le fait, les 2 dernières lignes de cette diapo, sur le fait que c'est une formation qui doit être souple et pratique et qui permet, qui oblige à réfléchir à ce que l'on fait, à développer des stratégies, des compétences qui soient à la fois adaptées à la personnalité de l'intervenant, du soignant, mais également adaptées aux situations. Et donc, c'est quelque chose de très souple. Et ça n'est absolument pas, et en aucun cas, un schéma rigide qu'il s'agit de reproduire dans toutes les situations. Ce serait tout à fait contre-productif et ce n'est pas du tout le but. Je vous remercie de votre attention.